Le 19h de Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi. Freiner la hausse de la mortalité routière. Le gouvernement arrête une série de mesures, sanctions accrues contre les grands excès de vitesse et suppression des panneaux annonçant les radars. Laurent Wauquiez remis à sa place de ministre des Affaires européennes par Nicolas Sarkozy, mais enrôlé par Jean-François Copé, pour qui le débat sur le RSA et l'assistanat sera un grand marqueur pour 2012. L'enquête des juges bordelais sur l'argent versé par les Bettencourt à des politiques, perquisition chez l'ancien ministre Renaud Dondieu de Vabre. Éric Woerth sera notre invité dans cette édition. Il publie Dans la tourmente. Ce fut, on s'en souvient, l'un des grands combats de Jacques Chirac, réduire la mortalité routière. L'ancien président redit aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité en la matière pourvu qu'il y ait une volonté, dit Jacques Chirac. J'ai souhaité faire de la sécurité routière une priorité de mon second mandat présidentiel. Et je sais que les autorités françaises sont encore mobilisées dans ce domaine. Cette expérience, c'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y ait une volonté. Nous ne devons jamais nous résoudre à voir des vies brisées, des familles endeuillées, des êtres mutilés par le non-respect du code de la route et l'inconscience de la vitesse. Voilà donc pour ce message vidéo du jour de Jacques Chirac pour lancer la décennie d'action pour la sécurité routière. Coïncidence, le gouvernement accusé de laxisme par les associations qui d'ailleurs ce soir restent sur leur position. Le gouvernement a arrêté aujourd'hui même plusieurs mesures pour lutter contre le relâchement des automobilistes. Fabrice Cunet. Face aux chiffres alarmants, la réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. François Fillon réunissait ce matin les ministres concernés par la sécurité routière. Résultat, plus de sévérité. Les grands excès de vitesse seront par exemple un délit dès la première infraction. L'alcoolémie et le téléphone au volant coûteront aussi plus de points aux contrevenants. Mais pour les associations de victimes de la route, ça ne suffit pas. Il y a une mesure qui aurait été essentielle pour nous, c'est de n'obtenir que 2 points au lieu des 4 à chaque stage de sensibilisation pour la récupération des points. Cela aurait véritablement montré l'engagement de ce gouvernement. Ils n'ont pas osé le faire, nous le déplorons. Une autre mesure risque de faire débat, la suppression des panneaux annonçant les radars fixes. Dès cet après-midi, elle faisait déjà réagir au Sénat. Dans la loi LOPSI que nous avons votée, il y avait déjà des mesures très fortes qui avaient été prises, pour les excès de vitesse, pour l'alcoolémie, etc. Là, le gouvernement va plus loin. Il a raison sur la vitesse, il a raison sur l'alcoolémie. Je pense que c'est un peu fort. C'est la signalisation qui va être supprimée pour les radars. On sent un petit peu le tiroir caisse, je veux dire, pour alimenter les caisses de l'État. Reste un problème pour les syndicats de police. Les moyens de cette politique de sévérité manquent. En 10 ans, les effectifs affectés à la sécurité routière auraient baissé de 30%. L'agression aujourd'hui d'un élève de 3e à la sortie des cours dans un collège à Garges-les-Gonesse. Son pronostic vital, nous dit-on ce soir, est engagé. Un bilan exceptionnel, c'est le mot choisi par Nicolas Sarkozy pour qualifier le RSA, le revenu de solidarité active. Le chef de l'État a demandé lors du Conseil des ministres à chaque ministre de rester à sa place. Premier visé évidemment, Laurent Wauquiez. Élisée Cardi. Si vos questions sont sur la participation, j'y réponds avec plaisir. Si c'est sur le RSA, c'est non. Votre volonté de réformer le RSA. Un peu gêné aux entournures, Laurent Wauquiez, ses propos sur le RSA, le revenu de solidarité active, est en train d'en faire la cible préférée dans son propre camp. Après François Fillon hier, c'est le président de la République en personne qui l'a contredit. Car le RSA, c'est l'une des réformes phares de l'ouverture et nombreux sont ceux qui le défendent encore. La réaction de Laurent Wauquiez, moi je pense qu'elle exacerbe justement, elle oppose et elle clive les gens. Alors qu'il ne faut pas cliver les gens. Les gens, ils ont envie d'avoir une meilleure situation, d'être autonomes, de mieux travailler. Maintenant, 5 heures de travail d'intérêt général, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Finalement, il n'y a guère que quelques parlementaires de la majorité qui lui apportent encore son soutien, avec tout de même quelques bémols. Je pense qu'il a raison de mettre l'accent sur les effets pervers de l'assistanat. Et
C'est nécessairement un débat important, mais je pense que sa proposition, le contenu de sa proposition est prématuré et que cela mérite d'être approfondi. Comme l'immigration, cette première déclaration sur le RSA marque peut-être le début d'un thème de campagne sur le travail et l'assistanat. En tout cas, Jean-François Copé, le patron de l'UMP, a annoncé qu'il comptait bien qu'il soit abordé lors de la convention du parti le 8 juin prochain. Et donc dans ce contexte, Laurent Fabius, qui était l'invité tout à l'heure à 18h de Preuve par 3, s'est montré sceptique sur le recadrage du chef de l'État sur l'assistanat. On écoute Laurent Fabius. J'ai cru comprendre que M. Wauquiez avait lancé le thème de l'assistanat parce que l'entourage de M. Sarkozy le lui avait demandé. Alors évidemment, la réaction a été extrêmement négative et donc M. Sarkozy désormais réagit. Mais j'aurais préféré faire simplement. Bon, oui. Le cancer, contrairement à ce qu'a dit M. Wauquiez, ce ne sont pas les personnes qui sont au RSA. Le cancer, c'est le chômage. Voilà, et malgré ce grabuge dans la majorité provoqué par ses propos, Laurent Wauquiez persiste dans sa démonstration des excès, selon lui, de l'assistanat. Il a donc joué au franc-tireur, mais brouillé l'image sociale qu'il revendique pour lui-même, Michael Zamès. Oui, il n'a peut-être pas venu sentir le coup arriver si vite, si tôt. À 36 ans, c'est un benjamin de la politique. Laurent Wauquiez est un jeune loup qui prend, avec cette polémique, ses premiers coups. De quoi forger le caractère de l'homme du Puy-en-Velay, fils spirituel de Jacques Barrot, l'un des fidèles lieutenants de Jacques Chirac. Tout allait pourtant très bien pour cet homme qui a incarné la droite sociale, une frange de l'UMP, et qui a voulu s'afficher peut-être un petit peu trop vite comme le défenseur des classes moyennes françaises. Alors il pensait sortir couvert avec l'appui de l'Élysée au moment où l'impôt sur la fortune était allégé. Nicolas Sarkozy, pourtant, n'a pas levé le moindre petit doigt pour venir au secours de Laurent Wauquiez. Il a même défendu le bilan extraordinaire du RSA, de quoi avoir pour Laurent Wauquiez quelques sueurs froides devant ses collègues en Conseil des ministres. Mais vous savez, en politique, tout est affaire de tempo. Alors, est-ce vraiment un premier faux pas pour celui qui fut secrétaire d'État à l'emploi, mais qui a vite oublié qu'il était aussi devenu ministre des Affaires européennes? Où l'a-t-il fait en connaissance de cause? Le 8 juin, l'UMP tient une convention sur la justice sociale. Alors Michel, qui peut vraiment croire au hasard? Surtout quand Jean-François Copé vient ce soir de déclarer que le RSA, ce sera l'un des marqueurs de la campagne de 2012. Merci Michael. Nicolas Sarkozy qui voit donc le RSA comme un bouclier social, il l'a dit lors du Conseil des ministres, un instrument de lutte contre la pauvreté, des propos lors de ce Conseil qui a adopté par ailleurs l'allègement de l'impôt sur la fortune. Bercy estime le manque à gagner à plus d'1,8 milliard d'euros, que la fin du bouclier fiscal sera loin de compenser. Enquête et explication de Marie Brémaud. Suppression du bouclier fiscal et allègement de l'impôt sur la fortune confirmé ce matin au Conseil des ministres avec une promesse faite par Bercy. Cette réforme fiscale sera blanche. Entendez, le manque à gagner sera entièrement comblé. Pour compenser la perte des 300 000 contribuables délestés de l'ISF, le gouvernement a envisagé des mesures compensatoires. De nouvelles taxes vont donc concerner les plus importantes successions et donations, mais aussi les résidences secondaires ainsi que les exilés fiscaux. En ces temps de disette, certains parlementaires affichent leur inquiétude. Pour eux, le compte n'y est pas. Je doute que le compte y soit. Et dans ces conditions, on peut imaginer qu'il soit nécessaire de mettre en recouvrement une tranche d'impôt supplémentaire à 45% pour les plus hauts revenus, à 150 000 ou 200 000 euros par tranche. Une initiative parlementaire pour taxer les très hautes rémunérations encouragée, semble-t-il, par Nicolas Sarkozy. François Baroin, le ministre du Budget, se laisse quelques semaines pour étudier cette possibilité. Les dates à noter dans l'agenda, l'élection présidentielle est fixée au 22 avril et au 6 mai 2012, calendrier officiel présenté par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. À suivre tout de suite notre invité Éric Woerth qui publie donc Dans la tourmente. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Dans la tourmente, donc, eh bien, le voici, ce livre d'entretien avec Renaud Revel. Dans la tourmente, vous y êtes toujours?
Ah oui, bah écoutez, c'est pas terminé puisqu'il y a une instruction judiciaire. Oui. Donc tant qu'elle n'est pas terminée, évidemment, je suis dans le tourbillon. Alors, vous êtes... Cela dit, il y a tourbillon et tourbillon. Hein. Oui, oui. Le tourbillon médiatique est une chose. Celui-ci est apaisé. Il y a le tourbillon de la justice aussi qui se poursuit oui, quand même. Mais celui-là, c'est une instruction. Donc il y a des... Voilà, là, vous avez le temps de vous expliquer. C'est très différent. Oui, alors vous êtes redevenu député après votre départ éviction du gouvernement, Éric Woerth. Vous revenez donc vous-même sur ce feuilleton dont vous avez été le héros négatif. Pourquoi ce besoin d'en parler ? Ben, vous savez, parce que j'ai beaucoup parlé aux médias. J'ai été très exposé par la réforme des retraites au Sénat. Vous avez suivi ça de très près pendant longtemps. Et pendant des mois, j'étais exposé médiatiquement. Et en même temps, on me posait un nombre de questions incroyables. On m'envoyait beaucoup de flèches comme ça, avec beaucoup d'accusations dans tous les sens. Et je n'avais jamais le temps de m'expliquer totalement. Et dès que je m'expliquais, au fond, on n'écoutait pas l'explication. On passait à autre chose. Ce qui importait, c'était la question, c'était l'accusation, sans preuve. C'était jamais ma réponse. Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que ça s'est passé, exactement comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un peu de temps dans une période plus apaisée, en tout cas sur ce sujet-là, pour expliquer précisément ce que j'ai à dire là-dessus. On vous écoutait déjà à l'époque, mais c'est vrai, Éric Woerth, on vous regardait aussi parce que vous aviez l'air sonné. Non, enfin, j'ai jamais été totalement, jamais été sonné, j'ai jamais été KO debout. D'abord, sinon j'aurais été incapable de mener la réforme des retraites. Vous êtes bien placé pour le savoir au Sénat. On ne peut pas diriger une réforme comme celle-là devant des parlementaires pour le moins exigeants et en même temps être sonné, pour reprendre votre expression. Oui. J'étais préoccupé, j'étais fatigué. J'ai passé des dizaines de nuits à batailler sur la réforme des retraites et en même temps être accablé tous les jours par une nouvelle affaire, entre guillemets, chaque jour, dans chaque domaine. J'en ai cité quelques exemples, j'aurais pu en citer bien d'autres. Donc évidemment, on est un peu fatigué, pour tout vous dire. On est un peu palichon, certainement, et on perd quelques kilos parce que ça donne pas faim. Mais ça, c'est assez humain. Alors, on a dit de vous, à l'époque, à la fin de l'affaire Bettencourt, entre guillemets, en tous les cas, lors de la réconciliation de la mère et de la fille, on s'est dit, il reste Éric Woerth, c'est le dindon de la farce, en quelque sorte. Hein. C'est comme ça que vous vous êtes vu vous-même. Émissaire, chef d'ordre de M. Seguin, dindon de la farce, on peut employer pas mal d'images de ménagerie. Voilà, je n'ai rien à voir avec les discussions qu'il y a à l'intérieur de cette famille. On en a été les victimes collatérales, comme on dit. Il reste quelques éléments. Il y a une instruction judiciaire. C'est une légion d'honneur que j'ai soutenue. C'est après des déclarations disant qu'il y a eu un financement illégal de partis politiques, ce que je conteste formellement et fortement. Je le dis dans le livre, j'explique tout ça. J'explique aussi les contextes. Très important de connaître les contextes, comment les choses se font, comment, par exemple, les élus sont amenés à soutenir des candidatures pour des décorations. J'explique tout ça, qui était la vie normale de la vie politique. Malgré vous, avec l'homme de pouvoir que vous étiez à l'époque, à Bercy, hein, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été embarqué malgré vous par ces relations et ces conflits d'intérêts qui tournent forcément autour des ministres? Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu un conflit d'intérêts. On peut en parler longtemps. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je n'avais pas d'intérêt, ou en tout cas pas d'intérêt personnel. Et la seule chose que j'ai défendue, c'est l'intérêt de l'État. On ne va pas reprendre toute l'affaire, toutes les affaires, l'embauche de votre femme. Vous parlez de cette légion d'honneur qui avait été accordée au gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt en tous les cas. Donc effectivement, les termes, vous les avez employés, trafic d'influence, financement politique, prise illégale d'intérêt, ce sont des expressions qui font frémir. Hein, oui, enfin, dans la vie judiciaire... Mais vous assumez toutes vos décisions passées. Bien sûr, dans la vie judiciaire, toutes les expressions font frémir. Il n'y a pas de prise illégale d'intérêt, il n'y a évidemment pas de trafic d'influence, et en même temps, je pense que j'assume pleinement les décisions qui ont été prises en toute intégrité, toute honnêteté, en respectant, me semble-t-il, la déontologie nécessaire. Alors, en tous les cas, les juges de Bordeaux qui s'intéressent à l'argent des Bettencourt poursuivent leur perquisition. On a appris aujourd'hui qu'ils s'étaient rendus chez Renaud Donieux de Vabre, l'ancien ministre, qui aurait aussi bénéficié de largesse. Mais je ne peux pas répondre à ça. Nous n'avons bénéficié d'aucune largesse, donc je ne peux pas répondre à cette question. J'ai vu ça dans un journal du soir. Oui. C'est tout. J'ai pas de commentaire à faire. Vous aussi, vous avez pu être un visiteur de l'hôtel particulier de Neuilly. Non. Non, bien sûr que non. Mais je ne suis pas là pour un interrogatoire policier, monsieur. Non, on va parler de la presse. La réponse est non. La réponse est clairement non. Bon, alors, vous incriminez la presse.
Hein, vous dites que la justice fait son boulot, mais alors en revanche, la presse et les médias, vous les critiquez, vous dites c'est la média-démocratie. Et vous dites même dans le Figaro ce matin que vous avez été livré aux chiens. Vous reprenez l'expression utilisée, on s'en souvient, par François Mitterrand, à propos de Pierre Bérégovoy, absolument. Qui sont ces inquisiteurs? D'aucuns disent et se présentent comme des chevaliers de la vérité et de la transparence. Il faut toujours se méfier de ceux qui se présentent comme des chevaliers blancs. En général, ils sont beaucoup moins blancs qu'on ne veut bien le croire. Ceux qui donnent des leçons de morale, en général, en ont plus à recevoir qu'à donner. C'est une constante dans la vie. Ceux d'ailleurs qui vivent dans une moralité totale, dans une intégrité totale, ne donnent pas de leçons en général et ne jugent pas les gens. C'est au fond un système, si vous voulez. J'en veux pas un tel ou un tel, il y a plein de noms. Il suffit de reprendre la tonne d'articles de journaux ou de sites internet qui sont parus pour très vite savoir de quoi il s'agit. Je mets en... Vous accusez. Oui, je dis... Mediapart, par exemple. Je dis que ce système, au fond, d'enchaînement, qui est là pour broyer, au fond, quelqu'un à un moment donné, quand il le prend dans ses griffes, est un système juste inhumain et qui ne répond à aucune déontologie, d'aucune sorte. On vous accuse sans preuve. Je ne parle pas de la justice, mais je parle des médias. On vous accuse sans preuve. Un jeune journaliste un soir écrit quelque chose, c'est le lendemain ou immédiatement sur un site internet, et vous voilà au banc des accusés. Et souvent, il n'y a aucune preuve. Et d'ailleurs, il ne peut pas y en avoir, car la plupart du temps, il faudrait que vous prouviez ce qui n'existe pas, la preuve impossible. Et c'est extraordinairement grave et dangereux, d'abord pour ceux qui le subissent, parce que ça peut avoir des conséquences humaines dramatiques, et que ça n'apporte rien à la démocratie. Vous avez redouté des conséquences dramatiques pour vous-même? Je veux dire, il y a des exemples, et on voit bien que quand quelqu'un... C'est des questions intimes. Moi, j'ai un caractère qui, comme je le disais, qui me pousse plutôt à la résistance et une combativité qui est intacte. Mais vous savez, vous n'accepteriez pas ça pour vous. Quand je vois la susceptibilité d'un certain nombre de gens qui sont attaqués 1 minute et qui ne s'en remettent pas, vous mettez 2 minutes à ma place pendant 6 mois, traîner dans la boue, moi, ma famille, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, sur lequel très sereinement, très tranquillement, sans en vouloir à quiconque et sans acrimonie ou sans rancune, je considère qu'il faut mettre fin. Alors, c'est un combat peut-être perdu d'avance, mais c'est pas grave. En tout cas, je pense, au fond, que nous devons retrouver des règles morales dans la manière de traiter l'information et les faits. Il n'y a pas de raison qu'on soit une puissance quand on est la presse et qu'on ne réponde pas à ce moment-là à un certain nombre de responsabilités. Regardez ce qui s'est passé sur la Fédération française de football. Ça fait pchit, comme on dit. Il ne s'est rien passé et aucune décision d'aucune nature n'a été prise. Les responsables ne sont pas des racistes et pourtant, ils ont été traînés dans la boue par des méthodes inqualifiables. Les méthodes sont à dénoncer. Les méthodes employées sont bien pires que ce qu'elle voulait dénoncer. Je le dis parce que c'est la vérité, c'est la réalité. En tous les cas, vous n'accablez pas vos amis politiques, Éric Woerth, dans ce livre. J'accable personne. Pas par la presse, et les méthodes de certains sites, d'accord. Attendez, je dis pas un tel, je n'accable personne. Je pense que c'est très intéressant, parce que c'est intéressant d'en tirer des conséquences. Au fond, moi, c'est moi, et puis qu'importe. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que sur des expériences comme ça, qui durent pendant 6 mois et vous mobilisent pendant des heures et des heures, alors il faut tirer les enseignements de ce type d'affaires. Donc, vous n'accablez pas vos amis politiques, pourtant même avec la forme, il y a un moment, ils ont fini par vous lâcher, Éric Woerth. Non, je crois pas. J'ai jamais eu le sentiment d'être lâché. Jamais. Non. Le sentiment d'être lynché, peut-être, mais pas lâché. Mais pas lâché. Pas lâché. Pas lâché. Le président de la République a été tout à fait extraordinaire. Le Premier ministre m'a soutenu avec beaucoup d'amitié. Les parlementaires, mes collègues qui me connaissent, m'ont soutenu vraiment formidablement. Non, j'ai pas le sentiment. Ne confondez pas à sortir du gouvernement, parce qu'à un moment donné, il est naturel qu'étant tant attaqué dans le cadre d'un remaniement, au fond, partant sur des succès gouvernementaux, avec une exposition médiatique anormale, je parte. Je crois que c'était bien naturel et c'était bien normal. Mais en même temps, la vie est longue. Non, mais mes amis m'ont plutôt soutenu, mes amis au sens large, et beaucoup d'anonymes, beaucoup de Français m'ont écrit, beaucoup de personnes. Un jour revenir au gouvernement. Mais la vie, c'est un espoir permanent et constant. Si vous n'avez pas d'espoir dans la vie, moi, ma passion, c'est la vie politique, et la vie est longue. Est-ce que, dernière question, Éric Woerth, est-ce que vous enviez votre successeur qui aujourd'hui n'a plus à signer de gros chèques au titre du bouclier fiscal, puisque ça y est, il est supprimé? Je n'ai jamais signé de chèque.
Enfin, je veux dire, je n'ai jamais signé un chèque. Jamais. Merci, on va dire alors. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas un chèque qu'on signe. Enfin, c'est l'administration fiscale qui, dans le cadre d'une loi, c'est fini. Il n'y aura plus cette polémique-là. Mais vous savez, j'avais introduit. Personne ne l'utilisait, mais j'avais introduit la possibilité de défalquer sur son impôt la somme correspondant au bouclier. C'était moins utilisé, mais c'était possible. Et je pense que c'est une bonne chose, évidemment, parce qu'on est dans le symbole. On est dans la loi, mais on est aussi dans le symbole. Et le symbole, malheureusement, est souvent plus fort que la réalité. Vous avez vu que c'est Christine Lagarde aujourd'hui qui est dans la cible de la justice. Eric Woerth, vous vous dites, Mistigri change de main et puis elle trouvera des leçons utiles dans mon livre. Écoutez, Christine est une amie, c'est une grande ministre de l'économie, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a combattu la crise, on a travaillé à la réorganisation de Bercy ensemble. Voilà, Christine est une femme formidable et très sincèrement, encore une fois, c'est les mêmes députés socialistes qui relancent, c'est du grand n'importe quoi et je tiens vraiment à le dire et évidemment apporter tout mon soutien à Christine Lagarde. Dans la tourmente, donc, Eric Woerth, des entretiens avec Renaud Revel aux éditions Plomb. Merci à vous, merci de votre visite ce soir dans le journal de 19h. La suite, eh bien, on parle de la Syrie maintenant, avec l'assaut permanent de l'armée contre les contestataires. Et la population aujourd'hui même se terre et est terrifiée dans les villes d'Homs et de Banias. Les appels internationaux à Bachar el-Assad restent lettre morte. On en parle avec notre invité juste après le point sur la situation avec Margot Aubrio. Des habitants reprenant le cours normal de leur vie, comme si de rien n'était. Ces images diffusées par la télévision d'État tranchent avec les vidéos amateurs. Tournées clandestinement, elles témoignent jour après jour de la répression sanglante du régime. Car la situation continue à se dégrader, l'armée renforce son emprise sur les principaux foyers de contestation. À Homs, des tirs ont retenti ce matin et à Banias, les arrestations des principaux chefs de file de l'opposition se poursuivent. Déjà plus de 700 morts, sans compter les milliers de personnes arrêtées ou disparues. Les protestataires continuent à braver l'armée, mais se sentent abandonnés par la communauté internationale. Car l'Europe peine à adopter une attitude ferme. Hier, les 27 sont tombés d'accord pour prendre des sanctions contre les principaux organisateurs de la répression, gel des avoirs et interdiction d'accès aux pays de l'Union européenne, de timides sanctions qui épargnent le président Bachar el-Assad. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, ne parvient pas à s'accorder sur une condamnation du régime. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé Bachar el-Assad à entendre les appels à la liberté de son peuple. Timide avancée du pouvoir, l'annonce cet après-midi d'une réforme de la loi électorale conforme aux critères internationaux. Avec nous, Joseph Baout, bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes un spécialiste de la Syrie, vous suivez ces événements, enfin, de ce qu'on en apprend, c'est-à-dire que c'est très compliqué, bien sûr, et on est quand même d'abord stupéfié par la nature méthodique et impitoyable de la répression. Étonné, non, parce qu'en fait, on pouvait s'y attendre dès le départ. C'est un régime qui, en fait, peut faire autre chose. C'est-à-dire qu'on savait que l'option sécuritaire, quitte à être une option militaire, même parfois, serait prise. Ce qui est étonnant, par contre, c'est la durabilité de la contestation. C'est-à-dire c'est le fait que les gens continuent à braver tout cela en descendant dans la rue. Ceci dit, il est difficile de faire vraiment la part des choses, des nombres de gens qui sont vraiment dans la rue, de ce qui se passe réellement. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en termes de rapport de force brute, le pouvoir a encore la main haute sur la situation. Il l'aura de plus en plus. Même s'il l'aura probablement de plus en plus, la question est de savoir ce qui sera après, ce qui se fera après. C'est-à-dire si ce régime s'en sort indemne de ce tour de vis énorme sécuritaire, est-ce qu'il peut survivre finalement à la bombe à retardement qui est en train d'être créée? Deuxièmement, est-ce qu'il ne sera pas isolé de façon très forte au niveau international, ce qui en fait va ruiner les 10 à 15 ans de travail que Bachar el-Assad fait en termes d'image pour remettre un peu la Syrie dans la communauté internationale. Donc je crois que c'est là qu'il faut probablement poser la question et de savoir aussi si la dérive syrienne prenait encore de l'ampleur, c'est-à-dire si on basculait vers une sorte de chaos installé, c'est-à-dire de situations larvées, parce que ça peut être le cas, c'est-à-dire des contestations
pas suffisamment forte pour renverser le régime, mais une répression pas suffisamment forte pour éteindre complètement le foyer. C'est-à-dire une situation qui s'installe, ça risque de s'installer, effectivement. La question devient de savoir quelles seront les retombées régionales de cette affaire, c'est-à-dire avec une Syrie libanisée ou irakisée ou en proie à une sorte de guerre civile froide. C'est la vraie question, je crois. À force de rafles, de tortures, je disais une répression méthodique. Quand les forces de sécurité arrivent dans les villes, elles commencent par couper l'eau, l'électricité, elles bloquent tout, etc. Les gens ne peuvent plus. C'est méthodique, la méthode est déjà rodée à Daraa, elle se transporte aujourd'hui à Banias, à Homs, dans la banlieue de Damas. Comment peut-il y avoir encore une velléité d'opposition dans un tel climat? En fait, c'est là où je disais, on ne sait pas très bien aujourd'hui qui est vraiment l'opposition, combien elle a de gens dans ses rangs. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, et c'est probablement politiquement le danger, c'est que cette frange médiane de la société syrienne, c'est-à-dire qui est peut-être autour de 40-60% de gens, cette majorité silencieuse qui au fond n'aimait pas trop le régime mais qui continue à croire en Bachar al-Assad, réformiste contraint, etc. Lorsqu'elle voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer, de plus en plus elle divorce du régime. Elle ne va pas vers la contestation parce qu'elle sait que le prix est énorme et qu'il y a le prix du sang, mais elle va devenir de plus en plus dépolitisée, découplée par rapport au régime, et c'est probablement ce qui va rendre difficile après ce tour de vis, de refaire le lien entre le régime et sa société, puisque la confiance est aujourd'hui complètement cassée. Le fils imite le père. Voilà, je crois que très cyniquement, on est un peu dans quelque chose de l'ordre de la tragédie. Il devient son père un tout petit peu malgré lui. C'est-à-dire, je crois qu'il a essayé de se distancer de son père. Les événements font que le système syrien, parce qu'on met trop l'accent sur la personne de Bachar, c'est important la personne, mais il y a un système, c'est le produit d'un système et c'est le défenseur d'un système. Et ce système ne sait répondre que comme ça, d'une certaine façon. Et donc il y a une sorte de réflexe pavlovien sécuritaire qui fait que tout d'un coup, le Bachar qu'on pouvait penser réformiste ou ouvert endosse, malgré lui, ou je ne sais pas, un jour on fera l'analyse psychologique de ce qui s'est passé, mais endosse les habits du répressif. Et probablement, il y a une sorte de retour comme ça à l'ère 82, à l'ère de Hama, dont son père avait été... Certains disent aujourd'hui, il y a 2 poids, 2 mesures. Les Occidentaux sont intervenus en Libye. Est-ce qu'il faut le faire en Syrie, puisque manifestement Bachar el-Assad se sent les mains libres et ne réagit pas du tout, ne répond pas aux appels internationaux? Alors, effectivement, il ne répond pas aux appels internationaux, mais il faut voir aussi que cette histoire du 2 poids, 2 mesures, on peut la prendre aussi sur d'autres terrains. On pouvait évidemment l'appliquer au cas israélo-palestinien, on peut l'appliquer au Bahreïn. Moi, je vous signale qu'il n'y a pas une image à ce jour de ce qui se passe au Bahreïn. Et il se passe des choses peut-être un tout petit peu moins sanglantes qu'en Syrie, mais tout à fait aussi... répréhensible. Donc le 2 poids, 2 mesures, il est bien sûr relatif. Mais sur la Syrie en particulier, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait que la Syrie est peu, disons, sensible en termes de réponse aux sanctions internationales. C'est un pays qui est très peu mondialisé au sens de ses échanges, etc. Elle n'exporte pas grand-chose. Les personnes qui ont été touchées par les sanctions sont des personnes qui, au fond, voyagent très peu. Ce sera différent lorsqu'on touchera à la tête du régime ou au pays lui-même. La deuxième chose, c'est que jusqu'à il y a quelques jours, il y avait encore un espoir diffus, un espoir peut-être volontariste, une méthode Coué de vouloir croire que peut-être le régime au fond redécouvrirait, ou le président lui-même redécouvrirait en lui-même les ressorts qu'il a oubliés de son réformisme, etc. Vous avez cité tout à l'heure en introduction cette constitution d'une commission pour la loi électorale. Il y a eu d'autres commissions dont on ne parle pas beaucoup, une pour la lutte contre la corruption, une autre pour étudier le pluripartisme, etc. Tout cela, finalement, ce sont, au vu de ce qui est en train de se passer dans la rue, au vu du fracas et du vacarme des armes et de la répression, ce sont des gouttes d'eau dans un océan. Le problème, c'est que le régime est en train de répondre trop tard et à trop faible niveau à quelque chose qui est devenu, à mon avis, une déferlante qui peut-être ne le balayera pas, probablement ne le balayera pas dans les mois qui viennent, mais qui, de toute façon, a introduit le ver dans le fruit. Et la question va se poser un jour ou l'autre de l'alternance à la tête du pouvoir, de la question communautaire dont on parle très peu, de la question des libertés publiques. Le régime répond par des actes sectoriels, c'est-à-dire il satisfait des segments de la population, géographiques, sociaux, professionnel ou autre, mais en fait, il ne saisit pas la question dans son côté systémique, comme on dit. Et c'est là, je crois, que probablement un jour ou l'autre, il va se reprendre le boomerang en pleine figure. D'accord. Joseph Baout, merci beaucoup pour ces explications, ce commentaire donc, sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie.
À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, question d'info. Bonsoir à tous. Je crois qu'il y a tellement de mensonges et de contre-vérités qui ont été formulées que je comprends que des gens s'interrogent. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est aussi pour répondre à tout. Dans les situations de crise, face aux scandales et aux questions pressantes, certains politiques ont développé l'art de ne pas dire toute la vérité sans pour autant proférer des mensonges qu'on pourrait leur reprocher. Alors, quel est cet art? Quelles en sont les recettes? Et par quel type de pirouette espère-t-il s'en sortir? Cette semaine, c'est vérité et mensonge dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.